Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour lancer cette 5e édition des Journées mondiales du lait, 5e édition en France. Je m'appelle Yves Legros, je suis président de Saint-Dilet. M'accompagne aujourd'hui Emmanuel Vasnex, qui est président de l'IPLC, qui est l'Institut professionnel de l'industrie du lait de consommation. On en parlera, et qui est également vice-président de Saint-Dilet. Caroline Lepoultier, qui interviendra aussi, qui est directrice du CNIEL. Et Luc Verhaeghe, qui nous joint aujourd'hui, qui est lui éleveur laitier dans le nord de la France et qui nous parlera un petit peu de son métier également. Je vais en introduction, vous donner quelques éléments sur le marché du lait cette année. Première chose sur le lait, la France reste deuxième pays collecteur de lait en Europe. Et nous avons une évolution des laits spécifiques en France en 2017 qui se continue. C'est sans doute les deux éléments les plus importants sur le marché. Donc, pour vous donner des chiffres, le lait, 3,4 milliards de litres de lait liquide ont été conditionnés en 2017. Sur un total de près de 25 milliards de litres de lait qui sont collectés en France. C'est ça qui fait de la France le deuxième pays, derrière l'Allemagne, qui est à environ 32 milliards de litres de lait. Donc 14% de ce lait est transformé en lait pasteurisé, ce qu'on peut appeler le lait frais, et en lait UHT, donc les laits stérilisés, à ultra haute température, soit environ 3,4 milliards de litres. Ça, cette transformation, c'est en baisse par rapport à l'année dernière, et je reviendrai sur les chiffres de consommation. Nous sommes dans un marché qui, au niveau des laits de consommation, est en baisse depuis un certain nombre d'années. On regarde un petit peu les différents produits de lait. Vous voyez que sur la partie droite, la répartition des ventes de produits laitiers, vous voyez que le lait liquide, 13,8%, est un segment qui est largement plus faible évidemment que le fromage, que vous voyez ici à 45,9%, l'ultra frais étant lui à 26,5%. Donc les grandes utilisations de lait sont dans l'ordre, donc le fromage, puis l'ultra frais, puis le lait liquide. 49 litres de lait consommés par Français en 2017, donc ce qui correspond aux 3,15 milliards de litres. C'est un recul au niveau de la consommation de 3,8% vers 2016. Et on viendra dans le détail des segments tout à l'heure pour voir qu'en fait certains segments sont très en recul, certains autres sont au contraire en progression. Sur ces 3,15 milliards de litres, 2,4 milliards sont vendus en grande distribution pour un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros au niveau consommateur. La raison principale, on y viendra, du recul de la consommation du lait de consommation est due au recul de la consommation au petit déjeuner. Nous y viendrons en détail. Si on regarde l'ensemble des différents laits, vous voyez qu'on a une définition qui est le lait qu'on appelle conventionnel. C'est du lait UHT qui est soit écrémé, soit demi-écrémé, ça c'est la plus grande partie, soit entier, et qui représente 3/4 environ du marché. L'autre quart est fait d'un certain nombre de laits qu'on appelle spécifiques. Et ces laits spécifiques sont, vous le voyez ici, le lait bio, qui représente 9% du marché, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que le lait de consommation est une des catégories où le bio a une part de marché la plus importante en ce moment. Donc le lait bio à 9%. Vous avez les laits vitaminés qui sont environ à 6%. Vous voyez le lait délactosé qui est en forte progression, qui est à 3,9% du marché maintenant. Puis des laits de croissance et des laits aromatisés. Ça, nous les appelons les laits spécifiques. Et vous voyez que sur ces laits spécifiques, une grande partie est en progression. Vous voyez ici que le lait délactosé est en progression à 17%. Le bio est en recul à 6%, mais c'est uniquement conjoncturel. Le bio a été en recul en 2017 par rapport à 2016, uniquement par manque de disponibilité matière. C'est-à-dire la tendance du lait bio est en croissance d'ailleurs en 2018
le lait bio est reparti en croissance à 2 chiffres, évidemment avec une base plus faible en 2017. Donc ne prenons pas la conclusion que le bio est en train de reculer, le bio est bien en train de progresser, avec une petite exception sur 2017 à cause d'un manque de matière. Mais vous voyez aussi que les laits vitaminés sont en progression, que les laits aromatisés sont en progression. Donc l'ensemble de ces secteurs, enfin de ces laits spécifiques, est plus dynamique que la partie, on va dire, des laits plus classiques du demi-écrémé conventionnel. Alors, les Français sont très attachés à l'origine de leur lait. C'est un phénomène d'ailleurs qui se développe sur l'ensemble de l'Europe maintenant, mais qui est très très fort en France. Et 78% des Français s'accordent à dire que l'origine française du lait est une garantie de qualité. Donc c'est une chose très très importante pour nous, Saint-Dié, dans les actions qu'on entreprend, de bien utiliser et profiter de cette caractéristique. Au niveau des importations versus les exportations, nous avons eu un excédent en 2017 de 184 millions de litres de notre balance commerciale. C'est essentiellement dû au recul des importations, qui elles-mêmes sont une conséquence aussi des activités, enfin, du choix des distributeurs, producteurs et consommateurs français de plutôt consommer du lait d'origine française. Donc ici, vous voyez les chiffres, vous avez 343 millions de litres de lait qui sont conditionnés pour l'international et en importation, 124 millions de litres de lait. Les principaux pays d'exportation sont l'Italie, l'Espagne et la Chine. Alors au niveau de la consommation et des habitudes alimentaires, un Français sur 4 boit du lait tous les jours. Donc nous restons dans un marché de très très forte pénétration et très très forte fréquence. Une des catégories avec le plus de pénétration et de fréquence d'ailleurs. Ce qui fait du lait de consommation un des marchés majeurs au niveau des ventes en supermarché, hypermarché d'ailleurs. Plus de 8 enfants sur 10 sont des consommateurs réguliers de lait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a la décroissance en fait ? Le petit déjeuner représente à peu près 3/4 des prises de lait, on va dire, d'accord, dans une journée. Et là, on voit 74% des actes de consommation contre 76% en 2013, 82% en 2010. Donc c'est en recul en pourcentage de l'ensemble. Et les volumes perdus au petit déjeuner ne sont pas forcément récupérés sur les autres moments de consommation. Le goûter progresse un peu, mais on est encore très largement derrière la prise de petit déjeuner. Les encas également chez les adultes est en hausse, mais là encore, c'est des segments qui sont encore, c'est des tendances qui sont encore petites et qui ne compensent pas la tendance de baisse du petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le petit déjeuner ? C'est très simple. Il y a plusieurs choses. Un des aspects, c'est que le lait est souvent bu comme boisson chaude. Et comme boisson chaude, en mélange avec des boissons chaudes chez les adultes, c'est-à-dire du lait avec du thé ou du lait avec du café. Et c'est cette consommation-là qui est en recul. D'accord ? Donc, pour plusieurs raisons, là, certaines qui ne sont pas inscrites, le petit déjeuner, qui était un instant de consommation, on va dire, familial, convivial, il y a encore 10-15 ans, est devenu non seulement plus court en temps, c'est-à-dire que les gens petit déjeunent en environ 10 minutes alors qu'ils prenaient 20 minutes à petit déjeuner il y a encore une quinzaine d'années, et il est de plus en plus individualisé, c'est-à-dire que les gens, autour d'une table de petit déjeuner, même à l'intérieur d'une famille, chacun a son petit déjeuner particulier. Donc ce changement un petit peu d'habitude du petit déjeuner a été pour l'instant préjudiciable à la prise de lait, c'est-à-dire le temps de préparer son grand bol de café au lait, etc., n'est plus aussi important qu'avant. Et le temps de petit déjeuner, d'ailleurs, n'est plus aussi important qu'avant. Donc, on a aussi une consommation du lait en nature chez 4 enfants sur 10 environ, c'est-à-dire que le lait est bu comme une boisson telle qu'elle, non mélangée chez les enfants. Et chez l'adulte, c'est uniquement une personne sur 5. C'est-à-dire 4 personnes sur 5 ont plutôt des consommations qui sont mélangées avec du café ou du thé. Alors, étant donné ces aspects et caractéristiques du marché, quels sont les objectifs, si vous voulez, de la filière
de la filière des laits de consommation, hein, représentée par Saint-Dilet. Et comment Saint-Dilet se mobilise pour soutenir son marché. Nous faisons 3 choses en général. On va travailler sur la reconnaissance, sur la promotion des moments de consommation et sur la transparence. Et nous avons nos actions, nos principales actions sont orientées tout à fait sur ces axes-là. La première chose, la reconnaissance. Donc, comme vous l'avez vu auparavant, nous avons un très fort attachement des consommateurs français à consommer du lait d'origine française. Et donc, la création de ce logo, vous connaissez lait collecté et conditionné en France, et le déploiement de ce logo sur tous les emballages de lait conditionné est une des principales actions qui est promue, enfin engagée, démarrée et promue par Saint-Dilet. Donc, c'est un logo qui a été créé en 2014, qui est initié par les professionnels du lait de consommation, donc au sein de Saint-Dilet, qui est déjà présent maintenant sur 60% des bouteilles et briques de lait proposées dans le commerce. Donc, il a été légèrement changé. Récemment, il est lait collecté et transformé en France, et on a bien sûr le soutien des professionnels des produits laitiers pour développer ce logo. Donc ça, c'est un premier succès qui n'est pas fini, qu'on va continuer à promouvoir pour qu'il y ait une bonne reconnaissance de ce que les Français soient bien certains d'acheter du lait français. La deuxième chose importante, c'est les moments de consommation. Donc, le deuxième axe de travail, qui est Saint-Dilet, travaille en coopération avec un certain nombre d'autres associations interprofessionnelles. Donc ici, l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits qui s'appelle UniJus, avec le CNIEL, bien sûr, également avec le syndicat patronal des boulangers du Grand Paris et l'Union l'interprofessionnelle de la levure. Nous travaillons ensemble à une promotion du petit déjeuner à la française. Et ça consiste en quoi? Ce collectif, je vous ai expliqué sur l'importance de la consommation au petit déjeuner, d'une consommation de lait notamment. Les actions, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font en France, dans les écoles déjà, pour la promotion du petit déjeuner. Et donc, nous avons lancé récemment un trophée des petits déjeuners en milieu scolaire, et pour favoriser toutes les initiatives destinées à promouvoir la prise de petit déjeuner. Mais il y a aussi la rédaction d'un livre blanc, un comité d'orientation. On aura l'occasion de vous en reparler un petit peu davantage. Donc ça, c'est le deuxième axe, les moments de consommation. Et le troisième axe, c'est la transparence. Et sur la transparence, nous avons 2 actions principales. La première, c'est l'existence même de l'IPLC, donc l'Institut professionnel du lait de consommation, qui fait des audits, qui fait des prélèvements en magasin et qui fait un très grand nombre d'analyses des laits qui sont conditionnés en France, au service, si vous voulez, ou de l'ensemble des producteurs de lait de consommation, pour être certain que les standards de qualité et les standards nutritionnels, etc., soient complètement respectés. Donc c'est une espèce d'autorégulation imposée, organisée par l'interprofession, qui nous permet de déceler des problèmes et de les résoudre avant que ceux-ci ne puissent atteindre le consommateur. En plus de ce que chaque société fait au niveau de son contrôle qualité. Donc ça, c'est la première chose. C'est très important pour nous, de l'IPSL, de permettre de bien réguler un peu la qualité de nos produits. Et la deuxième chose concernant la transparence, c'est donc cette journée mondiale du lait, qui en est à sa 5e édition, qui est, en fait, on ouvre toutes nos portes. On ouvre les portes de nos usines, on ouvre les portes des fermes, on ouvre les portes de toute la profession. Et c'est ça que nous allons un peu développer dans la suite des présentations. Comment est-ce que cette transparence et cette éducation, parce qu'il y a un phénomène d'éducation aussi important, les enfants ne savent plus aussi bien qu'avant d'où vient le lait et comment il est transformé, etc. Les adultes un peu moins qu'avant également. Donc c'est ça qui va vous être présenté maintenant par Emmanuel Vasnex, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc vous l'avez compris, le lait, c'est le premier aliment de la vie, c'est un produit noble, c'est un des meilleurs produits, hein, donc c'était bien expliqué. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on vit cette période de déconsommation qui n'est pas juste, hein, mais qu'il faut effectivement qu'on travaille, en tout cas montrer ce que sont nos entreprises, ce que sont nos métiers,
Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter assez rapidement. Alors les Journées mondiales du lait, donc c'est effectivement au-delà de simplement d'ouvrir des usines, c'est très clairement une invitation à découvrir les différents métiers et que donc la consommation n'est pas que dans les grandes villes et la production le long de l'autoroute A6 ou A10. Hein, donc il y a des territoires, il y a des terroirs, il y a un certain nombre de gens qui travaillent aujourd'hui au quotidien et qui sont des gens passionnés, hein, de l'éleveur jusqu'effectivement aux gens qui vont distribuer les différents produits. C'est des femmes et des hommes qui s'impliquent donc au quotidien dans la qualité de ce produit. Alors c'est le 1er juin 2018, il y en aura un petit peu avant, il y en aura un petit peu après en fonction des ouvertures de sites, mais la date officielle c'est le 1er juin 2018, c'est la 5e édition, donc on avait lancé ça effectivement il y a 5 ans, donc au travers avec un peu de réserve et de réticence, et on a vu que c'était un succès assez énorme puisque c'est l'année dernière près de 20 000 visiteurs qui sont venus visiter effectivement à la fois nos exploitations, nos entreprises, qui sont une vraie source de fierté à la fois pour les producteurs de lait, mais également les gens dans les entreprises, de montrer leur métier. Hein, ils sont souvent victimes de food bashing, d'un certain nombre de choses, mais il y a des gens passionnés qui montrent effectivement leur métier, et c'est ça qui est intéressant. C'est très fédérateur, puisqu'on emmène vraiment toute la filière. Quand je dis toute la filière, c'est à la fois les producteurs de lait, les gens dans les usines, nos fournisseurs, que ce soit des fournisseurs d'emballage. On a même des choses intéressantes, des transporteurs qui des fois décorent leurs camions avec certains de nos produits. Donc voilà, donc vous voyez que c'est vraiment une vraie fierté globale. C'est 8 usines sur 30 qui vont effectivement ouvrir leurs portes. Et à côté de ces usines, pour la plupart, effectivement, des éleveurs laitiers qui ouvrent, qui montrent en fait finalement la diversité de notre monde agricole, de la petite exploitation, de l'exploitation un petit peu plus grosse qui utilise des nouvelles technologies comme des systèmes de robotisation, etc. Donc le but c'est vraiment de montrer ce qui se passe finalement dans ce métier du lait. Et puis ensuite c'est aussi une invitation parce que on est dans une période assez troublante, c'est que d'un côté on a beaucoup de chômage et de l'autre côté nous on manque de personnel dans toutes les entreprises et dans les nôtres en particulier. C'est aussi de montrer la diversité de ces métiers, que ces métiers ont beaucoup évolué, qu'il y a des métiers de très haute technologie et puis que ce sont des gens effectivement qui sont engagés dans ces différentes filières. Voilà un peu la panoplie. Donc vous avez ici à la fois les usines qui ouvrent leurs portes. Donc vous voyez une répartition un petit peu partout en France. Alors hélas, on n'a pas autant d'usines que de départements. Donc ça c'est un petit peu le problème parce que la concentration est effectivement un peu passée par là. Mais vous voyez que toute forme d'entreprise, qu'il s'agisse de systèmes coopératifs, de systèmes privés, etc., ouvrent leurs portes à des dates qui sont à définir. Bien sûr, les gens qui sont donc dans ces régions sont aussi les relais à la fois pour la presse locale, pour un certain nombre d'activités et animent effectivement ça de façon à montrer les technologies, que ce soit de la brique, de la bouteille, un certain nombre de choses. Voilà. Dans nos métiers, eh bien, donc il y a aussi bien sûr, et ça maintenant avec le digital et le numérique, on n'y échappe pas. Hein, donc c'est des rencontres avec ces professionnels. Donc on est là, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre à toutes les questions des gens et avec une ouverture totale. On découvre bien sûr les outils de production, on anime avec des choses ludiques. Hein. Effectivement, le lait avant, c'est une vache, vous en voyez une ici, et c'est assez marrant de voir que les enfants découvrent qu'il y a une vache derrière le lait, qu'on va la traire, etc. On va faire des dégustations, d'ailleurs quelqu'un qui fait des sirops, c'est Monin, qui travaille avec nous depuis le début hein, sur cet atelier-là, et puis des événements qui sont relayés par tous les réseaux sociaux, journéemondialeduLait.fr, donc @journée mondiale du lait, #journée du lait, de façon effectivement à bien expliquer, à montrer et à développer tout ce qui peut être fait sur l'ensemble de nos entreprises. Bonjour à tous, Caroline Lepoultier, donc ravie d'être parmi vous ce matin. Je suis la directrice générale du CNIEL, qui est l'association de l'interprofession du lait et des produits laitiers, qui regroupe à la fois les producteurs de lait et les entreprises privées et coopératives pour mettre en place un certain nombre d'actions d'intérêt collectif pour l'ensemble de la filière. Donc, c'est des actions qui peuvent être à la fois dans le domaine sanitaire, économique, environnemental, et également des actions de communication. Et c'est en cela qu'on s'est associé suite au déploiement à l'association de la Journée mondiale du lait de Saint-Dié pour essayer d'y donner une résonance supplémentaire, parce que cette Journée mondiale du lait a été instaurée en 2001 par l'Organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO, pour promouvoir
au début, la consommation de lait et la production de laitière à travers le monde, parce que c'est vrai que ce sont des produits qui, pour assurer l'équilibre alimentaire et surtout la sécurité alimentaire des populations, surtout les plus défavorisées, et sont des produits majeurs à promouvoir à travers le monde. Donc on s'est associé à cette journée mondiale et là vous voyez sur cette diapo les 4 grands volets du programme qui est proposé par les professionnels de la filière laitière. Alors le premier sera au cours de la journée du 1er juin un événement un peu plus ludique et en lien avec les réseaux sociaux pour mettre un point d'orgue à des débats qui font fureur sur les réseaux sociaux depuis quelques mois sur mettons le lait avant ou après les céréales au petit déjeuner et aussi dans la mouvance de promouvoir la consommation de lait et de produits laitiers au petit déjeuner. Le deuxième événement se déroulera du 2 au 5 juin, toujours place de la République, où on s'associe à un événement biodiversitaire pour promouvoir les pratiques éco-responsables de la filière. Donc l'interprofession laitière sera présente au pied de la statue de la République avec des vaches, mais également pour faire découvrir tous les métiers du lait et découvrir au grand public et aux scolaires qui passeront pendant ces 4 jours toutes les facettes de la filière laitière, de la production laitière à la transformation et ce pour toutes les catégories de produits laitiers, du lait au fromage, aux produits laitiers frais et également au beurre, aux matières grasses laitières. Le troisième volet, j'y reviens pas, c'est ce qu'a présenté Emmanuel tout à l'heure, c'est tout l'accompagnement pédagogique qu'on peut faire à travers la France pour accompagner toutes les usines et les fermes qui ouvriront au grand public entre mi-mai et mi-juin pour pouvoir faire découvrir toutes les pratiques au quotidien de ceux qui font les produits laitiers et les mettre en valeur, cette fierté que nous avons tous au quotidien. Et puis enfin, évidemment, cet événement a lieu partout dans le monde. C'est le World Meal Day, le 1er juin, et juste quelques chiffres l'année dernière, parce que ça prend de l'ampleur tous les ans. Il y avait près de 600 événements organisés à travers le monde dans près de 80 pays. Donc la France, évidemment, est très largement associée à ces événements, mais qui sont relayés à travers le monde. Et oui, et puis pour terminer quand même, du coup, pendant ces événements Place de la République, vous avez une petite invitation dans vos dossiers. Le 1er juin au soir, donc au soir de la Journée mondiale du lait, on vous invite à venir échanger avec les acteurs de la filière laitière, justement au pied de la statue Place de la République. Bien, donc comme je vous le disais, derrière ces événements, il y a donc des femmes et des hommes. Et je vais laisser la parole à un artisan de ce beau métier. Excusez-moi. D'abord quelques chiffres sur effectivement la partie donc de ce que cela représente. Donc c'est 30 usines de production en France qui vont effectivement de choses assez spécifiques, de production plutôt locale, etc., jusqu'à des entreprises de plus grosse envergure. C'est 24 000 emplois donc ancrés en région, 6 000 directs dans nos usines, 18 000 indirects, ce sont nos de lait. Et donc, c'est une couverture du territoire qui est extrêmement important. Et derrière ce territoire, il y a la biodiversité, il y a l'entretien de nos territoires. Et je pense qu'on l'oublie aussi. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on garde finalement ce patrimoine, ce terroir et cette gastronomie qui est extrêmement prisée un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la totalité des élevages en France, de la production de la totalité du lait, c'est 63 000 élevages laitiers à taille humaine. Et on est présent dans plus de 90% des départements français. Donc ces élevages sont plutôt des élevages familiaux. Donc par rapport à ça, on a très peu comme on l'entend, de fermes de 1000 vaches comme il y a dans les pays adjacents, chez nous. Et c'est des fermes généralement qui font à peu près 80 vaches, donc en moyenne, donc avec des gens qui s'investissent donc au quotidien. Et je vais d'ailleurs donner la parole à Luc pour vous présenter son métier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai qu'une seule diapo. On a mis le nom pour éviter les fautes. Je suis producteur du lait dans le Nord et je voulais avant tout remercier quand même Saint-Dié de m'avoir invité pour pouvoir témoigner, parce que c'est vrai qu'avant tout, on peut communiquer sur beaucoup de choses, mais le produit qui est le lait, qui est un produit noble, ça a été rappelé. C'est important de rappeler comment il est justement produit. Et tout à l'heure, Yves Legros faisait un petit aparté sur les jeunes qui ne connaissent plus trop comment est fait le lait. On pense parfois que ça vient directement du supermarché.
Mais il n'y a pas que les jeunes, il y a les adultes aussi. Et on est toujours assez surpris parce que je participe parfois aux Journées mondiales du lait. J'ai pu participer en amenant des animaux. Et le citoyen, alors je suis assez sensible sur ce fait-là, le citoyen voit la vache, voit le veau, trouve que oh bah c'est mignon le veau, c'est vrai que c'est mignon. Mais pour faire du lait, il faut que la vache ait un veau. Et ça, il n'y a plus beaucoup de monde qui le savent. Donc c'est quand même assez important. Il faut que la vache ait un veau pour produire du lait. Et le veau, c'est aussi important parce que c'est aussi l'avenir du troupeau. Donc moi, je suis producteur de lait dans le Nord. On est sur une structure donc à 3 associés. On a 200 vaches. Alors, je vais revenir sur le modèle. Pardon, je vais revenir sur le modèle familial. On a 200 vaches, on est sur 220 hectares. Très bien. 200 vaches à 3, ça fait 70 vaches hein, par tête de pipe, comme on dit chez nous. Donc, on est dans la norme. Je ferai juste une aparté sur la ferme des 1000 vaches parce qu'elle est dans notre région. Et la ferme des 1000 vaches, alors ils sont 8 associés, mais à la rigueur, s'ils étaient 12 associés, ils seraient exactement comme nous. C'est-à-dire 70 vaches par... C'est pour ça que le modèle, il faut faire attention. C'est important d'avoir des modèles et d'avoir un nombre d'associés assez important. Pourquoi? Parce que c'est un métier quand même qui est très contraignant. C'est 7 jours sur 7, hein, 365 jours par an. Et quelque part, quand nous on est 3, ça nous permet d'avoir 2 week-ends de libre sur 3. On n'a qu'un week-end, et ça c'est quand même important. Moi je me souviens de mes parents, il n'y avait pas de week-end de libre, il n'y avait pas tout ça, donc il faut quand même le rappeler. Et c'est pour ça que ces formes associatives, aujourd'hui, elles sont de plus en plus importantes. Il y a moins d'élevage, alors il y a moins de structures d'élevage, mais il y a toujours autant de producteurs, parce qu'il y a plus de producteurs dans les structures d'élevage. Donc, alors moi, le métier, alors si je remonte maintenant à 8 ans avant, on avait une salle de traite, on trayait nos vaches, donc elles passaient toutes par la salle de traite, hein, c'était le matin, c'était grosso modo 7 heures, et puis on les trayait aussi le soir. Et puis depuis 8 ans, on a investi donc dans des robots de traite, parce qu'il y a un moment, on s'est dit aussi qu'on avait besoin, par les contraintes, de soulagement. Et alors même si c'est un investissement, les robots de traite, aujourd'hui on a 3 robots de traite, ce qui fait que les vaches elles sont traites 24 heures sur 24. Ça nous demande encore autant de temps, parce qu'on a besoin d'être là pour surveiller, et ça c'est aussi important, et surtout pour faire de la qualité. Parce que notre métier, notre rémunération, elle est faite selon la qualité qu'on produit. Donc ça, c'est aussi important. Donc on a tout intérêt à en faire parce que justement, c'est notre rémunération. Et ensuite, on est dans un système d'exploitation où on produit, alors je vous ai dit tout à l'heure, 220 hectares, ouais, bon, c'est beaucoup, c'est peu, peu importe. Mais dans ces 220 hectares, il y a 60% de la surface en herbe et en ensilage maïs, donc en fourrage maïs, qui est consacré à notre élevage laitier. Donc on a les bêtes parcours, donc des prairies hein, qui sont autour de la ferme. Ça aussi c'est important parce que bon, on sent bien qu'il y a une attente sociétale qui est en train de changer. Il y a des attentes qui sont... La sensibilité aujourd'hui des producteurs, on peut la comprendre. D'abord sur le fait que le métier est quand même relativement difficile, mais comme beaucoup d'autres métiers, hein, je ne vais pas plus me plaindre parce que je le fais et j'aime ça, et que quelque part la passion l'emporte sur les contraintes. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de sortir nos vaches en prairie parce qu'elles se sentent mieux, et on a surtout aussi besoin de répondre à ces attentes sociétales qui sont nouvelles et dont la majorité des producteurs de lait aujourd'hui sont sensibles. Le bien-être animal, pour nous, c'est quelque chose d'important. Le bien-être, alors on est tous chartés dans ce qu'on appelle la charte des bonnes pratiques. Hein. Tous les éleveurs français le sont, parce que le bien-être animal, il faut savoir que tout le bien que vous donnez à une vache, elle vous le rend en lait. Donc si vous ne lui donnez pas du bien, si vous la maltraitez ou autre, vous êtes sûr que vous n'aurez rien au bout du compte. Donc ça, c'est important. Donc c'est des critères qui nous semblent, nous aussi, importants. Et puis, de toute façon, on n'est pas amoureux de nos vaches, hein, mais presque des fois. Et quelque part, on sent qu'il y a ce retour. L'alimentation et les fourrages donc, sont pratiquement produits à 100% sur l'exploitation. Nous, dans notre structure, on a quand même, sur les 220 hectares, il y a 90 hectares d'herbe. Donc ça compte. Hein. Et cette herbe-là, ou on l'a fait pâturer, ou on l'a fait récolter
sous différentes formes, hein. C'est de l'ensilage d'herbe, c'est du foin et tout ça. Donc, et c'est aussi important. On a aussi, enfin, chez nous particulièrement, on aime bien faire venir les gens à la ferme parce que justement, je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours des notions qui sont maintenant très loin dans les esprits de chacun. Et puis, pour expliquer ce qu'on fait, parce que là aussi, on ne va pas se le cacher, on est un métier où, en règle générale, bon, les producteurs, ils sont un petit peu chez eux et des fois, ils se sentent un peu visés et autres. Alors, c'est dans le lait comme c'est dans autre chose. Je ne vais pas parler d'autre chose, mais aujourd'hui, quand on sort le pulvérisateur chez nous, on a limite des fois presque honte. Et pourtant, il faut bien soigner nos cultures et autres. Mais ça, c'est la partie culture. Par contre, sur les vaches, il faut absolument qu'on communique. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce que moi, j'insiste aussi d'autres producteurs à ouvrir les fermes. Il faut le faire. Nous, on a installé, donc on a rénové un petit peu l'exploitation cette année. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, il faut peut-être qu'on invite les gens de la rue qui ont vu des toupis de béton passer, des camions, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas derrière? Et puis, pour l'expliquer un petit peu ce qu'on faisait, c'est ce qu'on a fait, et c'est toujours bien apprécié. Donc voilà, un métier qu'on aime bien et puis qu'on est passionné, quoi. Ah, le Nord, à Valenciennes, pardon, excusez-moi, oui. Valenciennes, oui. Vous êtes à Valenciennes? Alors Saint-Saulve, voilà, donc nous sommes sur Saint-Saulve et Marèche. Voilà. Vous connaissez bien? Bon. Merci Luc, donc un métier effectivement passionnant, contraignant également, qui aujourd'hui, et je renforce un peu ce qu'a dit Luc, c'est vrai que l'éleveur il est seul face au monde en fait par rapport à ça. Nous on est dans des entreprises, des organisations qui s'adaptent, mais c'est vrai que le jugement des autres, des fois il est très dur et très pénalisant, et même si encore une fois c'est des gens qui tous les matins se lèvent pour faire mieux en permanence. Alors une fois qu'on a eu un lait de qualité, et je dirais que c'est la première étape, c'est que si on n'a pas un lait de qualité, on n'en fera pas derrière des produits de qualité, eh bien il faut bien sûr en prendre soin. C'est ce que font un certain nombre de métiers. Alors on ne les a pas tous listés, hein, puisque on pourrait, dans le cadre de l'entreprise, lister la totalité de ce qui fait les fonctions d'une entreprise. On a pris quelques exemples un petit peu atypiques. Le premier, c'est le chauffeur-ramasseur, donc qui est aussi un vrai professionnel, qui lui aussi vit des contraintes qu'on connaît avec les transports routiers. Hein. Il y a deux événements qui ne vous sont peut-être pas marqués, mais c'est la neige cet hiver. On s'est rendu compte de l'importance des transporteurs. Parce que quand ils ne transportent pas les produits, on n'a plus à manger dans certaines villes, et c'est arrivé, c'était très limite dans certains cas. Et puis la fameuse semaine de la semaine dernière où en fait on était plus en férié qu'en travail, et donc on a eu quand même des difficultés à la fois à approvisionner nos matières et également derrière à les transporter vers le consommateur. Donc c'est effectivement un métier de transporteur, mais c'est également un métier dans lequel on voit qu'il va contrôler la qualité, ça veut dire contrôler la température, faire un certain nombre de validations, et c'est lui qui va être le garant finalement de ce qui se passe de l'exploitation jusqu'à l'unité de production, là où on va effectivement refaire un certain nombre de contrôles, on le verra tout à l'heure, au travers de l'IPLC. Un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui on a une empreinte carbone qui est très réduite sur nos éleveurs laitiers, puisque en moyenne, le lait fait entre sa production et sa collecte fait à peu près 10 km, ce qui est très peu. Hein, donc c'est un lait qui effectivement va peu voyager. Et Yves le disait tout à l'heure, quand on parlait de la difficulté de trouver des produits bio, c'est toujours les choses qui m'ont un peu effaré. C'est-à-dire que d'un côté, on veut absolument aller vers des produits bio, et de l'autre côté, on ne regarde pas l'empreinte carbone, et on a des laits qui arrivaient un petit peu d'un certain nombre de pays. On a aussi dans un certain nombre de consommation, entre autres la restauration collective, la restauration collective, on voit que dans le cadre des appels d'offres européens, des fois on a des laits qui vont faire plusieurs centaines voire milliers de kilomètres pour arriver chez nos personnes âgées ou dans nos écoles. Et je pense que là aussi il pourra y avoir une prise de conscience un petit peu plus forte de cette empreinte carbone en dehors effectivement de l'activité sur nos territoires. C'est aussi des métiers de conducteurs de machines, alors qui ont considérablement évolué. Hein, c'est-à-dire que avant, on avait beaucoup de métiers qui étaient des métiers manuels, dans le conditionnement, etc. Aujourd'hui, c'est des vrais métiers de techniciens qui nous amènent effectivement alors, dans la production d'emballage, dans la production également, le conditionnement, le traitement thermique, la conduite de ces lignes. On voit que le niveau, effectivement, évolue sans cesse. Un des éléments clés de nos métiers, c'est la maintenance. Hein, donc aujourd'hui, on a un gros déficit en France d'agents de maintenance. Et donc, c'est des métiers extrêmement intéressants qu'on apporte donc à nos collaborateurs,
valeur et qui derrière, bien sûr, va être synonyme de qualité au niveau de nos produits. Nous, on fait un produit binaire, hein, on fait un produit qui est soit bon, soit mauvais, hein, donc c'est-à-dire que s'il a été bien conditionné, etc., ben, on pourra le consommer. Dès l'instant où il y a un microbe dans la bouteille ou la brique sera impropre à la consommation, ce qui n'est pas le cas d'autres produits dont on a mangé des produits plus ou moins bons au niveau organoleptique. Un troisième métier, alors elle aurait dû être là, mais avec les grèves de transport, c'est un petit peu compliqué, c'est la partie qualité, la direction qualité. Alors, le directeur qualité, c'est pas lui qui fait la qualité, c'est tous les gens qui travaillent tout au long de la chaîne, du producteur de lait jusqu'à l'expédition des produits en passant par l'ensemble des opérateurs. C'est plus un animateur finalement de cette fonction qualité qui va finalement pouvoir retracer, garantir, appuyer, aider les différents collaborateurs dans cette évolution. Donc avec deux domaines, la qualité, je dirais, pure du produit, où là on a d'ailleurs des normes qui sont extrêmement strictes, et puis ce qu'on appelle l'assurance qualité, c'est-à-dire ce qui va prendre un certain nombre d'autres paramètres en compte, comme l'environnement, comme tout ce qu'a dit aussi Luc, toutes les nouvelles évolutions sociétales qui sont en train de prendre de plus en plus de poids. Et tout ça, bien sûr, alors moi je suis un grand adepte de l'amélioration continue, parce que je pense que passer du point A au point B en 24 heures, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est se donner du temps. Il y a des technologies qui évoluent, il faut les utiliser, il faut tracer, il faut effectivement essayer d'améliorer. Et cette filière, depuis plus de 20 ans, n'a cessé tous les jours effectivement de s'améliorer pour amener un produit de meilleure qualité, donc au niveau du consommateur. Cette qualité, elle est microbiologique, bien sûr, ça c'est la santé directe du consommateur. Elle est également physico-chimique, les teneurs en matières grasses, etc. Et là, c'est plutôt une garantie je dirais, par rapport à des normes et à ce que le consommateur achète finalement, à la partie économique. Et puis on voit des nouvelles évolutions. On a des évolutions sur ce qu'on appelle les contaminants, qu'il s'agisse de problèmes de dioxine, de choses comme ça, sur lesquels il va falloir aussi assurer le consommateur. Et ça, c'est un appui qu'on doit absolument contrôler. Hein. Il y a, je crois, 90 000 ou 100 000 molécules dans la nature, donc on va bien en trouver une qui va nous poser un problème à un moment. Donc il faut toujours être à l'affût de tout ce qui peut se passer en termes d'évolution. Et c'est le métier donc, de ce directeur qualité qui, dans la plupart des entreprises, fait partie du comité de direction. Ça, c'est un impératif parce que c'est le garant, finalement, de ce qui va ressortir derrière au niveau de l'évolution et l'animateur en interne. Alors, c'est encore moi. Je finis par l'IPLC, hein, parce que je suis effectivement assez branché sur cet aspect qualité, alors qui va effectivement de la traçabilité et la qualité du lait. Vous le voyez au quotidien. Hein, je parlais tout à l'heure un peu de food bashing. Bon, aujourd'hui, le papier refusant pas l'encre, on a plein de problèmes, les pesticides, les insecticides, la bientraitance animale, les nanotechnologies, le Nutri-Score, etc. Donc, pour dire que quand je me lève le matin, à un moment, j'ai envie de partir me coucher. Mais en tout état de cause, nous, il y a très très longtemps qu'on a anticipé ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui s'appelle donc l'Institut professionnel du lait de consommation. Nous sommes, avec les jus de fruits, les deux seuls organismes dans lesquels finalement des professionnels se sont mobilisés pour créer un système de contrôle de la qualité de leurs produits. Notre rôle n'est pas de réglementer les activités économiques, mais notre rôle est de s'assurer que tout ce qui est vendu en France est sain et loyal, qu'il s'agisse de produits français ou de produits d'importation par rapport à ce qui peut se passer. Et surtout, et ce qui est important, c'est que ça nous fait, au fil des années, une base de données qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, de façon très claire, nous exprimer et dire, voilà, la qualité du lait, elle a évolué de cette façon-là, on a eu tel problème à tel moment, et on est en lien très fort avec les services officiels sur des alertes qui peuvent avoir lieu à un moment, on trouve une anomalie quelque part, et donc c'est tout ce plan de surveillance qui nous permet d'avoir une qualité de notre lait qui soit, je ne vais pas parler d'irréprochable, mais en tout cas en amélioration continue et de très très bonne qualité. Et je tiens à dire deux choses. Je pense que le système de traçabilité français, malgré tout ce qu'on dit, est sûrement le meilleur au monde avec le système japonais. Et ça, on l'a beaucoup décrié, mais on ne l'a pas valorisé par rapport à ça. Et le deuxième point, je pense que les produits français sont les produits de meilleure qualité au monde. Et ça, on ne le dit pas non plus. Alors, on a tendance à se décrier. Et quand vous voyagez un petit peu dans certains pays, vous vous rendez compte de l'écart qu'il peut y avoir. J'étais la semaine dernière au Maroc. Je me disais, mais si on consommait si on avait le dixième de ce qui se passait, on serait déjà en prison depuis belle lurette. Donc il faut aussi en avoir conscience, et même si tout est perfectible, et il faut continuer en permanence à s'améliorer. Alors c'est donc créé en 99, 30 laiteries aujourd'hui, on représente à peu près 95% du marché français. L'ensemble des entreprises sont effectivement adhérentes. Donc il y a 15 entreprises qui sont engagées dans une démarche volontaire collective.
Donc ça, c'est au niveau de Saint-Dié-Lait, et pour avoir cette vision, effectivement, de la qualité du lait de consommation en France. Je ne vous dirais pas que le lait allemand est moins bon que le lait français ou meilleur, etc. Mais en tout cas, il faut qu'on s'assure de cette qualité et des évolutions qu'il y a eu. C'est un processus complet qui va effectivement de la qualité de ce qu'il y a dans le commerce, c'est-à-dire qu'on va prélever des briques dans le commerce, on va les analyser, on va pouvoir faire un échantillonnage et en tirer des conclusions, mais également on va inspecter ce qui se passe. On sait très bien que la qualité du produit ne suffit pas, il faut aussi aller voir les pratiques, faire évoluer ces pratiques. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc il y a des gens qui anticipent un certain nombre de choses, et donc comment globalement on fait monter ce niveau de qualité dans l'ensemble des entreprises. Et puis ensuite on a ce logo, alors vous me direz on a une pluie de logos. Bon, nous, c'est simplement un logo qui, aujourd'hui, certifie que le lait qui est dans la brique de ce produit a été contrôlé sous le couvert, effectivement, de l'Institut professionnel du lait de consommation, et que les unités qui ont produit ce lait sont effectivement contrôlées au niveau du système de traçabilité. Donc, il est apposé aujourd'hui, il a été apposé depuis 1999 sur 20 milliards de briques et de bouteilles en France, donc c'est quand même une quantité extrêmement importante. Il travaille donc sur le respect de cahiers des charges et de règles de bonnes pratiques. Il faut savoir que les législations sont de plus en plus globales et sont de moins en moins produits ou lignes de produits par rapport à ça. Donc nous, notre métier, c'est de revenir là-dessus, et les services officiels ont les mêmes problèmes qu'un certain nombre d'entreprises. C'est la réduction des effectifs, c'est un certain nombre de choses de façon à diminuer les coûts. Et bien, il faut derrière qu'on s'assure que malgré tout, le système est bien suivi et qu'il est en permanence évolution. Donc c'est effectivement tout le contrôle de la qualité des matières premières, et ces matières premières ont fait un bond colossal en termes de qualité depuis une cinquantaine d'années. Le contrôle des processus de fabrication, les outils on investit, mais les outils vieillissent également. Il faut s'assurer que tous les systèmes de contrôle sont bien en place et que le site est bien tenu. Donc ça, c'est aussi important. Il y a des fois, il faut être lucide par rapport à l'entretien, et mine de rien, les Journées mondiales du lait amènent aussi à repenser finalement en permanence comme le regard des autres nous aide. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui peut être important, pas important, etc. Donc c'est pour ça que montrer ces usines, ça a un rôle aussi pédagogique à l'intérieur de l'entreprise, et à dire, voilà, vous fabriquez à nos collaborateurs, vous fabriquez pas simplement des produits, il y en a qui les consomment. C'est des autocontrôles, donc ça c'est ce qui est fait effectivement dans les usines. Le système de traçabilité, donc l'histoire c'est, vous nous amenez une brique, on doit être capable de vous raconter son histoire, depuis effectivement la production jusqu'à la vache, donc ça c'est effectivement extrêmement important. Et puis bien sûr derrière la qualité du produit fini qui est engagée. Donc cette démarche aujourd'hui, c'est donc des prélèvements, contrôle de la composition, plan de surveillance des contaminants. Donc vous voyez, des 12 campagnes par an dans 5 villes par campagne, 2 produits par an et par usine, ça c'est le plan de surveillance des contaminants. On fait les contrôles de la composition, et on fait, selon les usines, entre 2 à 5 produits par inspection qui sont contrôlés. Et chaque année, les unités ont un contrôle donc qui est effectué. S'il y a des anomalies, il y a un deuxième contrôle qui est ensuite effectué. Et il y a un groupe d'experts qui est en capacité à un moment de demander des inspections supplémentaires. On peut aussi avoir, si des laits arrivent de l'importation, que ces laits ne sont pas conformes, des recours à la DGCCRF. Alors nous, on n'est pas gendarme du système, mais on est effectivement des fois en interface très très fort et demandant des comptes sur des pratiques qui ne peuvent ne pas être correctes. L'ensemble des entreprises donc adhérentes, vous les avez donc ici. Donc vous voyez que c'est la totalité du lait conditionné en France. Donc je pense que c'est une belle représentation aujourd'hui de ce qui doit être fait, et qui crédibilise aujourd'hui à la fois nos actions mais également la qualité de notre produit.